Bonjour, Patrice Abinal, Canal 8, télévision locale de Bruyères. Nous sommes aujourd'hui au Valtin, à l'auberge du Val-Joli. Et nous allons vous présenter quelqu'un d'un petit peu exceptionnel, qui aime la cuisine et qui s'appelle Benoît Dutertre. Bonjour. Bonjour. Très heureux. Alors racontez-nous un petit peu votre passion pour les Vosges. Oui, plus encore que pour la cuisine, c'est d'abord les Vosges qui m'ont fait venir d'abord ici. Parce que j'ai un grand-père vosgien tout simplement, et une forte attache donc par ma famille à cette région. Et j'ai passé toutes mes vacances d'enfance dans un petit village tout près d'ici qui s'appelle le Grand Valtin. Là c'est le Valtin, juste au-dessus c'est le Grand Valtin. Et voilà, je suis né en 1960 et depuis, j'ai passé à peu près toutes mes vacances là-bas, dans la maison qu'on avait. Je suis tombé amoureux de cette région. On vivait en Normandie, en réalité, on vivait au Havre, mais moi, mon bonheur, c'était les Vosges. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, très longtemps après, je continue à faire ici des longs séjours, notamment pour écrire mes livres. Alors qu'est-ce qui nous rapproche de cette fibre vosgienne montagnarde ? Peut-être c'est parce que je vivais au bord de la mer à l'époque et que je trouvais la montagne plus poétique. J'aimais les hauts de chaume, les champs, les forêts, les cascades, etc. Tout ça m'a toujours... C'était pour moi un peu une espèce de paradis d'enfance. Et vous savez, on court toute sa vie après les paysages de l'enfance, les bonheurs de l'enfance. Moi, c'était donc des bonheurs vosgiens. Et donc, quand la maison de ma famille au Grand Valtin a été vendue, il y a déjà longtemps maintenant, quelques années après, nous avons racheté une autre maison, ici même, au Valtin, donc à quelques kilomètres du Grand Valtin. Et c'est là que je passe, chaque hiver, par exemple, je passe un mois entier, entouré par la neige, à écrire au calme. Pas plus calme comme endroit, je crois, sur Terre, avec ma cheminée, mon tas de bois, et j'aime ça. Justement, il y a un livre dont on peut parler, qui est important, à propos des vaches. Oui, oui. C'est un des livres où j'évoque le plus précisément mes racines vosgiennes, si vous voulez, puisque dans ce livre, il y a toute une partie qui est une histoire un peu imaginaire, comme ça, d'un petit enfant qui passe toutes ses vacances dans les Vosges, qui aime les vaches, justement, les fermes vosgiennes, vous savez, ces fermes où les vaches vivent tout près des pièces d'habitation, etc., et ça le fascine. Et donc ça, c'était très inspiré par mes vacances d'enfance. Et puis à la fin du livre, il y a toute une réflexion aussi sur la transformation du paysage vosgien, dans ces 1000 petits détails. On s'en rend pas compte, mais on élargit les routes, on transforme un pont en pierre par une buse en béton, on rajoute de l'éclairage dans les villages, et petit à petit, imperceptiblement, le paysage change et se dégrade un petit peu, même s'il reste très beau dans un village comme le Valtin, où on a un maire qui est très attaché justement au charme vosgien. Et alors, vous parlez aussi souvent des voitures dans les Vosges. Quelle époque nous ne connaissons pas. Je parle tout le temps des voitures partout, parce que moi, vous savez, j'ai jamais appris à conduire. Bon, alors j'habite à Paris, donc c'est plus facile peut-être à Paris de vivre sans voiture, mais n'empêche que je trouve qu'il y a trop de voitures partout, et que je trouve surtout qu'on a tendance à transformer le monde en fonction de la voiture, si vous voulez. C'est vrai que on voit ça dans les petits villages des Vosges, la construction partout de parkings, l'élargissement continuel du moindre petit chemin pour en faire une mini-autoroute, etc. C'est pas des choses que je trouve formidables, et je pense que moi j'aime les chemins de fer. Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Chemin de fer, et mon bonheur au fond ce sont les trains, les vieux trains, les lignes secondaires, et là je trouve qu'on devrait par contre s'attacher un peu plus à les défendre. Alors justement, parlons un petit peu de votre parcours, qui est d'ailleurs très intéressant. On va parler de Jean Edernalier, d'idiot international, du dessinateur illustrateur Sampé, oui, aussi très très connu, qui est venu ici. Qui est venu ici. Alors, est-ce qu'il a fait 2-3 illustrations sur les Vosges, justement? Alors, Jean Edernalier, pas du tout. Jean Edernalier, c'est quand j'avais 25 ans, et donc j'étais jeune écrivain. On faisait partie à Paris de toute une bande très sympathique autour de lui. On avait recréé un journal qui s'appelait L'Idiot International, avec des gens comme Morgan Sportes, Charles Danzig, qui depuis sont devenus des écrivains illustres, Patrick Besson et d'autres. Et voilà, Jean Edernalier, c'était un personnage très, très haut en couleur, mais il n'est jamais venu au Valtin. Contrairement à Sampé, qui lui est toujours un de mes amis les plus proches, et qui est venu un jour passer Noël ici chez moi au Valtin, et qui a adoré ce village. Et il a fait un très joli dessin de cette auberge du Val-Joli, qui je crois d'ailleurs sert maintenant un peu de carte de vœux à l'auberge. Mais vraiment, alors ça m'a fait plaisir parce que Jean-Jacques Sampé, qui était vraiment un esthète, un homme très raffiné,
a succombé au charme des Vosges. Alors rien ne peut me faire plus plaisir, puisque on peut dire quand même que c'est une région un petit peu parfois méconnue ou mal aimée. Ce qui est juste. Et alors aussi, vous avez eu un passage dans un magazine de loisirs, on peut dire, qui s'appelle Playboy. Pourquoi pas le dire? Parce qu'il n'y a aucune honte. Ah non, il n'y a absolument aucune honte. D'autant plus que Playboy, à l'époque où j'y ai écrit, alors c'est vrai qu'on en parlait beaucoup à ce moment-là, parce qu'il y avait eu les photos de Madame Le Pen nue, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait fait scandale. Mais surtout, Playboy, c'était un magazine de reportage. C'était la tradition américaine des magazines. On faisait beaucoup de grands reportages. On demandait à des écrivains de partir. Par exemple, j'avais fait tout un tour de France des casinos. On pouvait faire un article de 10 pages, 15 pages, avec plein de photos, etc. Et ça, c'était très intéressant de vraiment aller travailler sur le terrain, mais pouvoir rédiger les articles à la façon d'un écrivain. C'est une tradition très américaine, ça, dans des journaux comme le New Yorker aussi. Et c'est ce que j'ai pu faire à Playboy pendant 1 an ou 2. Ça m'a beaucoup intéressé. Et d'ailleurs, tous ces reportages de terrain que j'ai fait à Playboy m'ont servi après pour certains passages de mes romans. Voilà, et il y a aujourd'hui, l'actualité est Marianne, on peut le dire, Marianne, où vous écrivez depuis le numéro 1. Depuis le numéro 1. C'est Jean-François Kahn qui m'a téléphoné un jour pour me demander de m'occuper de la musique dans Marianne, parce que j'ai une grande passion pour la musique aussi, et que je partage avec Jean-François d'ailleurs. Et donc depuis, voilà, maintenant 10 ans, je crois, ou plus, j'écris presque chaque semaine dans Marianne, soit sur la musique, soit sur les livres. Mais là aussi, c'est une belle aventure, parce que dans une période où la presse écrite va pas très bien, c'est un journal qui marche, qui continue à marcher, à gagner des lecteurs, peut-être à cause de son insolence. Et donc je suis très heureux d'y être associé depuis si longtemps. Alors justement, à propos de musique, vous aimez l'accordéon? Oui. Vous aimez Offenbach? Oui, aussi, oui. C'est-à-dire que je suis très passionné par la musique divertissante, la musique légère, comme on disait autrefois, l'opérette, la musique de danse, etc. Mais là aussi, c'est comme le fait d'écrire dans Marianne ou d'aller avec Jean Edernalier, c'est un peu le goût de la provocation, sans doute. Alors comme ce sont des musiques qui sont plus tellement à la mode, moi je me suis toujours attaché à les défendre, justement. Et c'est vrai que Offenbach est un des plus grands compositeurs de son époque. On ne le joue pas assez. Moi j'adore ses opérettes, j'adore La Belle Hélène, La Vie parisienne, Orphée aux Enfers. Et je fais une émission à France Musique chaque semaine, le samedi, où j'essaie de défendre un peu tous ces répertoires. Et aussi les grands accordéonistes qui aujourd'hui sont un petit peu méprisés, comme la musique ringarde, la musique démodée. Moi je pense qu'elle est merveilleux musicien dans le monde de l'accordéon. Voilà, donc j'essaie. Ça me plaisait d'ailleurs quand je venais. Plus tellement aujourd'hui, mais il y a 20 ans au Valtin, on avait un petit bistrot encore, et le tenancier du bistrot écoutait beaucoup des musiques populaires d'Alsace, vous savez, avec justement des mélanges de clarinette, d'accordéon, qui ressemblent un peu aussi aux musiques de Suisse ou de Bavière, etc. Il y a encore dans cette région, oui, tout à fait, une tradition de ces musiques populaires, légères et très, très charmantes, souvent à 3 temps. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, en dehors de la musique, de la littérature, de la presse écrite, oui, quelles sont vos autres passions? Bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Il y a les bains de mer à Étretat, voilà. Et parfois un bon plat. La cuisine, ah bah oui, non, ça bien sûr, mais la cuisine spécialement au Val-Joli, alors, puisque j'ai le plaisir d'avoir une maison au Valtin, donc je peux de temps en temps, l'hiver, quand je me fais des longs séjours d'écriture, venir ici, aller voir Philippe Laruelle ou son père ou tout le personnel de la maison, Fabrice, le cuisinier que je connais également, enfin et donc ici on peut passer des bonnes soirées gastronomiques, ce qui ne gâte rien. Gâte rien. Dans les longs séjours de solitude. Et alors à Étretat, parce qu'on peut parler, on est dans les Vosges bien sûr, mais on peut parler d'Étretat aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous reposez, vous écrivez, vous pensez? J'ai une façon d'écrire très spéciale, c'est-à-dire que l'été, je suis à Étretat, je me baigne 2 fois par jour, quel que soit le temps, dans une eau à 17 degrés, et j'écris la première version en général d'un de mes livres. Je passe 1 mois et demi, je fais que ça, et ensuite je rentre à Paris où j'ai pas mal de choses à faire à l'automne, et l'hiver je reviens dans les Vosges, et je m'enferme dans mon chalet au milieu de la neige, et là je reprends tout mon travail de l'été à Étretat, et je fais la deuxième mouture de mon livre, si vous voulez. C'est un petit peu rythmé, donc comme ça, par les séjours en Normandie ou les séjours dans les Vosges. Voilà. Chacun s'invente ses méthodes, mais moi c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, et je crois que vous travaillez surtout le matin. Plutôt le matin, oui. C'est le matin que j'ai l'esprit clair, après ça s'embrouille.
Donc, alors quels sont vos projets d'écriture aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous donner comme nouveau livre? Bah, si vous voulez, là je suis parti dans une série de livres un petit peu autobiographiques. Il y en a un qui s'appelait Les pieds dans l'eau, qui évoquait justement les vacances en Normandie et Étretat, etc. Le suivant qui s'appelait L'été 76, qui était un livre sur mon adolescence, où je parle d'ailleurs des Vosges, de toutes mes vacances dans les Vosges, de mon amour des Vosges à l'époque. Et là je suis en train de finir un 3e volume, qui est un peu plus conçu comme un roman, mais qui est quand même d'inspiration très autobiographique, qui raconte les débuts d'un jeune homme à Paris, dans les années 80, voilà. Et ça s'appelle « À nous deux Paris », d'ailleurs, c'est une phrase célèbre de Balzac, comme ça, c'est l'attirance d'une époque à l'autre, comme ça, de tous les jeunes gens qui veulent réussir pour la grande ville, et la façon dont ils se grisent d'illusions avant de découvrir peu à peu la réalité des choses. Alors, si je peux me permettre une question, qu'est-ce que vous faites à Paris? Ah ben, j'y vis quand même la plupart du temps, si vous voulez. Et puis je pourrais pas me passer des Vosges, je pourrais pas me passer des Trottins, mais je pourrais pas me passer non plus de Paris. J'ai besoin d'une vie un peu multiple comme ça. Alors qu'est-ce que vous apporte Paris justement? J'ai quand même beaucoup d'amis, il y a quand même une certaine animation, je vais pas mal au spectacle. Comme vous avez vu, je suis un fou de musique, alors je suis les spectacles de l'opéra comique, des bouffes parisiens, des théâtres. Voilà, bon, et puis j'aime bien la vie parisienne, j'aime bien les boulevards, j'aime bien les bistrots de quartier, j'aime bien les marchés parisiens, il y a 1000 choses passionnantes à faire là-bas aussi. Donc voilà, mais tout le temps ça n'irait pas, voilà, il faut que ce soit il faut qu'il y ait une vraie coupure vosgienne, voilà, en particulier. Ou normande. Ou normande. Philippe Laruelle, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Eh bien, bienvenue. Et toujours avec le sourire, comme d'habitude. Toujours. Alors, avec un énorme plaisir. Alors aujourd'hui, vous avez préparé une recette pour notre ami Benoît. Oui, Benoît, c'est une recette qu'il affectionne particulièrement. C'est une recette très simple qu'on peut vraiment refaire chez soi. C'est une recette de saison, comme j'aime la faire. Donc c'est un œuf cocotte au potiron. Voilà, tout simplement. Et après, je vais pouvoir me le faire chez moi. Ah oui, si tu regardes bien, je vais t'expliquer et tu pourras vraiment le refaire chez toi. D'accord, bon, très bien. Alors, pour ça, on a besoin d'un potiron. Alors, c'est plus le potiron de saison et qu'on a chez nous. C'est un potiron muscade, il a une belle couleur orangée, il a vraiment un bon goût. Il nous faudra un petit peu d'huile d'olive, du bouillon de poule ou un cube. Bon, nous on le fait nous, mais il y a des cubes. De la crème. Ensuite, les œufs, on va les mettre dans des petits pots comme ça. C'est plus sympa, on voit tout en transparence. Donc on aura besoin d'un peu de beurre, bien sûr les œufs. Et on terminera avec une petite pluche de cerfeuil. Et là, on va couper en petits morceaux le potiron, bien sûr, qu'on a épluché avant. Voilà, là, ça n'a pas beaucoup d'importance, la taille. Alors, est-ce qu'on peut parler du potiron? Parce que celui-là n'est pas spécial, mais il est un peu plus vieux, il a une meilleure couleur. Voilà, c'est la variété muscade. Après, il y a des potirons, des potimarrons, suivant ce qu'on aime. En fait, c'est la famille des courges, des cucurbitacées, donc on en trouve de différentes variétés sur tous les marchés du secteur ou les marchés parisiens. C'est vraiment un légume de saison, puisqu'ils le récoltent juste avant les premières neiges, on va dire, les premières gelées, pour pas qu'il éclate. Et derrière, il faut le garder en cave dans un endroit frais pour qu'il termine de maturer. Donc voilà, on l'a coupé en petits morceaux. Alors moi j'aime bien de l'huile d'olive. Ça fait en quantité, ça c'est pour une personne ça? Pour 2 personnes, là on va faire. Là c'est pour 2. Ah oui. D'accord. Donc à la limite, on fait cuire le potiron un peu comme une soupe, voilà, oui, au départ. On va faire une petite soupe. Donc là on va rajouter tout de suite un peu de sel pour éviter la coloration, on ne veut pas de coloration. Et on va touiller tranquillement. voilà, tranquillement, il faut bien enrober de la matière grasse tout le potiron, pour qu'il garde bien sa couleur à la cuisson. Voilà, mais ça va très très vite. Alors on comprend pourquoi Benoît est amoureux de ses œufs au potiron. C'est simple. C'est une recette vraiment toute simple et discrète. Voilà, et très goûteuse. On a vraiment le goût de l'œuf, on a vraiment le goût du potiron. Après là, c'est la saison du potiron, Benoît aime bien le potiron.
Mais on peut le faire aux asperges, on peut le faire à... Oui, d'ailleurs, à la carte, ici, il y a eu des variantes. Hein, je le change régulièrement. Aux carottes cumin, c'est un peu... Voilà, à chaque saison, on peut... Quand c'est l'époque des champignons, ben, on peut faire un velouté de cèpe ou de... Donc voilà, là, ils sont bien enrobés. Et là, je vais couvrir juste... Avec le bouillon. Avec le bouillon de poule. D'accord. Voilà, et là, on va laisser cuire tranquillement. Et je laisse couvert à cuisson à peu près une dizaine de minutes. Alors là, c'est pour le faire un petit peu plus gastronomique, on va dire. Ah. On va tailler ce qu'on appelle une petite brunoise. Donc une brunoise, c'est des cubes. Ça on n'est pas obligé, mais c'est plus sympa, puis ça va nous donner un petit croquant à l'ensemble, hein, qui manque un peu. L'œuf sera un peu mou, le velouté de potiron. Donc voilà, une brunoise, c'est des cubes de 5 mm sur 5 mm. Ce qui est bien avec les vrais cuisiniers, c'est que tout a l'air facile. C'est ce qu'on on essaie de faire la même chose, on y arrive pas du tout. Effectivement, et les téléspectateurs vont penser que c'est très facile, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Si, c'est pas difficile. Si, non. Bon, là on n'est pas obligé. Hein, Non, mais déjà, le coup du couteau, c'est un métier, c'est une vie. Il faut savoir le faire marcher. Sans se couper les doigts. C'est beaucoup de bouts de doigts en bois au départ pour réussir après. Donc voilà, c'est simplement des petits cubes comme ça. Hop. Toutes les parures, eh ben, on va pouvoir les rajouter là-dedans. Voilà. Donc on a dit 10 minutes. Oui, une petite dizaine de minutes. Hein. Suivant la maturité, suivant la grosseur des cubes qu'on a fait. Ça, on va simplement venir les poêler. Ouais. Hop, une poêle. De l'huile toujours. Hein. Toujours de l'huile d'olive. Non. Et pourquoi l'huile d'olive justement avec le potiron? Parce que l'huile d'olive ira bien avec ce goût comme ça, va venir donner une petite subtilité du goût de l'huile d'olive. L'huile d'arachide, une huile de pépins de raisin n'apportera pas ce goût supplémentaire qui est vraiment très sympathique en bouche. Parce qu'habituellement, vous utilisez beaucoup d'huile de pépins de raisin justement pour la cuisson. Pour des choses, pour les viandes qu'on va saisir, qu'on a besoin de saisir fortement, on va utiliser de l'huile de pépins de raisin puisqu'elle a un point de fusion, elle monte beaucoup plus haut en température que l'arachide ou la tournesol. Donc là, on a besoin d'une huile qui résiste à la chaleur. Là c'est juste pour saisir à peine et on va garder ce goût d'huile d'olive. Voilà. Donc là, tout simplement, quand c'est chaud... C'est ça que tu appelles une brunoise. Voilà. C'est ça. La brunoise, c'est des cubes de 5 mm sur 5 mm. De n'importe quoi. Oui. D'accord. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voilà. On va juste les poêler comme ça, hein, mais vraiment à peine cuit, parce qu'on veut le craquant. Parce que le but, c'est dans tous les plats qu'on fait, il faut qu'il y ait du moelleux, mais aussi du craquant pour compenser le moelleux, pour que ce soit toujours agréable en bouche. Alors finalement, Philippe, à la base, on n'a besoin que de 2 ingrédients, c'est-à-dire l'œuf et le potiron. Voilà, moi, de toute façon, à la dans base. tous les plats que je fais, dans une assiette, il faut jamais plus de 3 saveurs. Sinon, après les papilles, on est perdu et on ne sait plus ce qu'on mange. Et quand on met un produit en avant, on a vraiment le goût du produit. Il y en a beaucoup qui font des crèmes ou des soupes de potiron, ils rajoutent des oignons, des carottes, et là, pour moi, on sent plus vraiment le goût du potiron. Au fond de cette cocotte, on va mettre du papier sopalin, du papier absorbant, là, dans la cocotte. Voilà, qu'on va percer à plusieurs endroits. Alors ça, ce sera simplement, quand on cuit au bain-marie, il faut toujours faire ça. Pour éviter que les pots ou les ramequins qu'on va mettre s'entrechoquent et risquent de se casser. Et puis on va simplement porter à ébullition avec le couvercle. En attendant, on va prendre nos petits ramequins. Alors on est 2, on va se porter. Alors moi je voudrais dire une chose,
Oui. que tout le monde fait de la verrine aujourd'hui. Mais en revanche, dans les Hauts-de-Vosges, on a encore le goût des grands-mères, Ben oui. avec les confitures. Voilà, moi j'aime bien des dérivés. On cherche tous des pots, des verres, des choses Mais avant, comme ça. tu les servais dans des coupes, non? Voilà, C'est ça. je les sers des fois dans des coupes au restaurant. C'est ça, oui. Mais C'était comme bien tout le monde aussi, n'a ouais. pas des verres à cocktail, n'a pas des... Ouais, ouais. Voilà, là j'aime bien montrer aussi, ben, ça on en a tous dans le placard, on ne sait Ouais, pas bien quoi en sûr. faire. Donc c'est une manière de dériver. Donc nos ramequins, là, je les ai bien beurrés, avec simplement un beurre à température ambiante. Il n'y a besoin de rien d'autre. Je vais mettre du sel, du poivre au fond. Et après, je vais casser l'œuf dedans. Alors l'œuf entier, hein. Oui, oui. Donc voilà, si on fait dans des verres ou dans autre chose, on va mettre un pied film ou un papier d'alu. Mais là, ben, on n'a pas besoin puisqu'on a le couvercle. Alors pour la planète, c'est meilleur parce qu'en plus, on n'utilise pas de plastique. C'est pour ça que je vous en parlais, Philippe. Voilà. C'est un restaurant de développement durable. Ouais, voilà, moi, déjà, en utilisant des produits locaux, Oui. même s'ils ne sont pas forcément bio, je travaille plus pour la planète que des fois je vois dans des magasins des produits bio, mais qui sont emballés dans du plastique et qui viennent du Chili. Alors le bilan carbone est... voilà. bien sûr. Bon. Je préfère une culture raisonnée. Et puis là, on va simplement venir les mettre dans la cocotte, dans le bain-marie. On va couvrir, Ouais, on combien va de les temps laisser Benoît demande. 3 minutes, 4 minutes, hein, suivant Ah, l'épaisseur pas- du verre, suivant... Il faut qu'ils soient encore tremblotants à l'intérieur. Hein. Pas plus. Non. Donc là, le potiron s'écrase. Alors là, on va les goûter. Mais le bouillon de cuisson, on va le garder après pour... on va surtout pas le jeter. Hein, on va le garder quand on fait un potage ou quelque chose comme ça. Ah, oui. Donc comme on dit toujours, rien ne se perd dans une cuisine. Jamais, jamais. Ça va pour l'instant, Benoît? C'est pas trop compliqué? Non, non, ça va, ça va. Je crois que je pourrais arriver à retrouver à peu près les étapes. Ouais. C'est ma première émission de cuisine. C'est vrai. Ah ouais, je suis très impressionné. Bah, écoutez, c'est la vraie gloire pour moi. Vous avez de la chance parce que on est quand même chez un grand cuisinier. Oui, c'est Alors, vrai, c'est vrai. vous avez de la chance. Et avec des produits frais. Avec des produits frais, Vivaltin. Enfin, presque. Et là, en direct, hein, on fait tout... c'est celui-là. Donc là, maintenant, notre potiron Alors justement, est prêt. et on arrive à mélanger la crème. Et là, maintenant, on va La simplement crème fraîche. rajouter de la crème fraîche liquide. Ouais. 100% de matière Voilà. grasse. Et c'est pour l'onctuosité aussi. Hein. Ah, oui, c'est bien, j'adore ça. Et puis là, après, on va goûter une fois que c'est chaud pour le sel. Alors, quand on prend les bouillons cubes ou les bouillons industriels, ce sont toujours des bouillons fortement salés. Parce que c'est un moyen de conservation hein, pour les industriels de saler le produit. Ah, oui. Alors que nous, nos bouillons, on les sale pas moins du salés, tout ou très très peu. Hein, voilà. Donc, on va prendre des cuillères. Pourquoi de la crème liquide? Ça n'a pas d'importance. Voilà, on peut de la crème double, la bonne crème épaisse aussi, ça Pareil. ira très très D'accord, bien aussi. ok. Mais à ce moment-là, la crème épaisse, moi je préférerais mettre la purée presque nature, chaude, assaisonnée. Ah oui, oui. Et la Sans- cuillère de sans crème la épaisse mélanger voilà, complètement, au ouais. dernier moment dessus, elle va juste fondre au dernier moment, ce sera... Ben, je vous laisse goûter, on va voir, vous me direz si... Waouh. Normalement il faut un peu de sel, un peu de poivre. Ah oui, ça peut être c'est très bon, mais ça peut être un peu plus salé. Ouais. Mais là voilà, là on a vraiment le goût du potiron, hein, ça sent que le Merveilleux. potiron. Ouais. Parce que le potiron, Philippe, dites-moi si je me trompe, n'avait pas une bonne réputation à l'époque. Bah, comme beaucoup de légumes comme ça, n'avait pas une bonne réputation parce qu'on
On ne savait pas le travailler. On ne savait pas vraiment le travailler, quoi. On le mélangeait toujours avec d'autres légumes ou d'autres... mais nature, comme ça, maintenant, il a le vent en poupe. Alors, je ne sais pas si c'est Halloween, si c'est... mais non, moi, voilà. C'est de la citrouille... c'est de la citrouille traditionnelle. Et moi, c'est vraiment un légume que j'affectionne. Là, on voit qu'il commence à prendre, là. Alors justement, le jaune, vous attendez qu'il soit... Alors il faut, dans les œufs cocottes, il faut que le blanc soit bien cuit autour et le jaune soit juste tiède, qu'il soit pas pris. Il faut que quand on perce, le jaune c'est l'instinct. Ça va être au... On va pouvoir voir justement quand on a des choses en transparence comme ça, en tapotant sur les bords, on va voir qu'il faut que ce soit très tremblotant, hein, comme les gélatines anglaises un peu... D'accord. Voilà. Donc voilà, là on va le laisser encore une petite minute. Alors avec ça on peut prendre des mouillettes de bon pain ou des choses comme ça qu'on va tartiner. Un bon pain de chez Amaury. Un bon pain de chez Amaury, bien sûr. Au Valtin. Je voulais pas le citer, mais voilà, c'est fait. Là, je suis d'accord, j'approuve. Un bon pain à l'ancienne comme ça, qu'on va couper en belles mouillettes, c'est vraiment très bien. On peut s'amuser à faire des feuilletés aux amandes. L'amande, il ira très bien avec le goût du potiron. Hein, donc voilà, on peut s'amuser avec tout ça. Alors j'ai pris une huile d'olive. Pour les cuissons, c'est pas la peine de prendre une grande huile d'olive. Une huile d'olive de bonne qualité, première pression à froid, ça va. Après, pour les assaisonnements, là, pour le dessus, on va mettre vraiment une très très bonne huile d'olive. Et alors, qui vient d'où Alors moi, je suis monomaniaque sur mes huiles d'olive. Je n'aime que les huiles d'olive qui sont issues d'une seule olive, c'est la Tagiashka. C'est une petite olive violette qu'on trouve pratiquement exclusivement en Ligurie et plus spécifiquement à Imperia, autour d'Imperia en Italie. Hein. C'est la Riviera, c'est la continuation de la Côte d'Azur française. On part sur la Riviera italienne, on a une ville qui s'appelle Imperia et qui nous fait des huiles d'olive fabuleuses, issues exclusivement de Tagiashka. C'est des olives très parfumées, très rondes, qui sont pas agressives, c'est vraiment... voilà. Mais ça, pour l'assaisonnement, surtout pas la chauffer. Donc voilà. Oui. Donc, suivant comment on les aime, hein, on peut plus les cuire, mais moi là, pour moi, ils sont bien comme ça. Donc on peut compter un temps de cuisson de 5 minutes. Voilà, à peu près. Hein, là, le jaune, il est juste tiède, le blanc est pas tout à fait cuit, mais on va mettre le bouillon très chaud dessus. Bouillon. Donc en le mettant en bouillant, il va terminer de cuire comme il faut. D'accord. Donc voilà, on rouvre ça. Alors on va mettre déjà un petit peu de brunoise. Comme ça, là c'est juste pour le craquant au milieu. Voilà, c'est très joli à regarder parce qu'il y a les deux couleurs sur le côté. Voilà, on a les couches en transparence. Hein. Et alors là, Philippe, vous n'allez pas le passer au four, si? Ah non, là c'est fini, on dresse, il n'y a plus qu'à manger maintenant. Là on va mettre le petit rappel du potiron dessus. Comme ça, là, la petite couche de cerfeuil, bon, cerfeuil, persil, ça dépend ce qu'on a dans le jardin, hein. C'est tout ce que j'ai dans le jardin en ce moment. Mais et Philippe, ça change des petites tomates? Ben oui. Ah, et puis là, un petit filet d'huile d'olive fraîche, là, comme ça, là. Voilà, et on a tout réalisé en moins de 20 minutes, hein, comme j'avais dit. Magnifique. Voilà, c'est pour bon appétit. Ben, c'est pour toi, vas-y. Ah oui, j'ai droit. Ah bah oui. Waouh, non mais j'adore ça. Juste un petit peu comme ça, puis après tu vas... au-dessus délicieuse. Tu vas bien chercher l'œuf en dessous. Et après, évidemment, dans le mélange avec le blanc d'œuf et le jaune qui va peu à peu, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est sans le connaître. Mmh. Merci Philippe, mais le problème c'est que je ne vais plus venir en manger chez toi, parce que tu m'as appris.
Bon, je te ferai découvrir autre chose. Puis je crois que à mon avis, il faudra au moins 2-3 fois avant que j'arrive. Bon. Alors Philippe Laruelle, encore merci de votre accueil, on ne peut jamais assez le répéter. Eh bien, merci à vous, moi c'est toujours un grand plaisir de partager, et surtout et aujourd'hui, avec les invités. Oui, on a eu un invité d'honneur. De Marc en plus, oui. De Marc? Oui, oui. Non. Bah, si, Benoît c'est quand même quelqu'un de très très connu, et puis... Et un ami du Valtin. Voilà, un ami du Valtin, on s'est connus il y a très longtemps, enfant, et puis voilà, puis on a fait nos parcours différents, chacun de notre côté, puis ne serait-ce que tout à l'heure en discutant, en préparant l'émission, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus d'amis en commun, voilà. Des restaurants à travers la France. À travers la France. Eh bien, écoutez, j'espère à une prochaine émission. Merci pour votre accueil. Pour un nouveau régal que Philippe nous a offert très gentiment. Merci à tous. Merci, au revoir.